Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture. Ça fait un petit moment maintenant que je vous ai pas fait de point lecture pour la bonne et unique raison que en juin je n'ai lu qu'un seul livre. Et au mois de juillet j'ai déjà un livre à mon actif, du coup ce point lecture sera à cheval sur juin et juillet. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! On va commencer par l'incontournable de tous mes points lecture, Les Royaumes de Feu, le tome 9, Les Serres du Pouvoir de Tweety Sutherland chez Gallimard. Ensuite on passera au tome 1 des Hathaway de Lisa Kleypas chez J'ai lu. Oula, il y a un cheveu. Je ne vous la présente plus, on est sur une saga que je vous présente quasiment tous les mois, vraiment, elle est très présente sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est la saga de mon enfance. Les Royaumes de Feu, ici nous sommes sur le tome 9, l'avant-dernier tome du deuxième cycle. Je vais vous faire un résumé rapide du premier cycle, voire même du tome 1, parce que sinon ce serait vraiment beaucoup trop vous spoiler. On va être sur une île une archipel plutôt, qui s'appelle Pyria, qui est divisée en plein de royaumes différents, qui sont peuplés par plein d'espèces de dragons différents. Vous avez les ailes de sable qui vivent dans le désert, les ailes de pluie qui vivent dans une forêt, enfin voilà. Et chacun a des caractéristiques un peu différentes. Un petit peu comme on pourrait comparer ça à, par exemple, cétacés, où il y a les dauphins, les orques, etc. Bref. Dans cet archipel, il y a une guerre qui a éclaté pour la succession du trône des ailes de sable, car la reine, au lieu d'être tuée par une de ses filles, et donc c'est à l'issue de ce duel, celle qui a gagné reste ou devient reine, cette reine... beaucoup de fois le mot reine, bref, cette reine a été tuée par un charognard, en gros c'est nous les tout petits humains, et ben du coup on sait pas qui doit lui succéder, et les trois sœurs se tirent un peu la bourre pour savoir qui va succéder à leur mère, et donc ça déclenche des guerres avec tout ce qui comporte d'alliances et de trahison et de complots, etc. Nous on va suivre 5 dragonnets qui, selon une prophétie, seraient les dragonnets du destin, parce que leur œuf a été trouvé dans des conditions très particulières selon les espèces, etc. Sauf que ces dragonnets du destin, ils respectent pas vraiment la prophétie. Ils sont tous bien nés la bonne nuit, sauf que le dragon aile du ciel, au final, c'est un aile de pluie. Le dragon aile de sable, en fait, elle a pas d'aiguillon venimeux qui est courant à son espèce, en fait. Donc voilà, ils sont un peu bancals, franchement. Ils ont été élevés depuis toujours par l'organisation pacifiste qui s'appelle les Serres de la Paix. Ils sont dans une grotte, coupés du monde, parce que si on leur tombe dessus, soit on voudra les tuer, soit on voudra les convaincre que c'est telle reine qui est le mieux, telle reine qui est le mieux, bref. Sauf qu'un jour, ils en ont un petit peu ras le cul des cours d'histoire de Pyria et de tout ce qui comporte leur rôle, donc les cours, apprendre à se battre, etc. Et ils décident de sortir de cette grotte, sauf que c'est là que va commencer les emmerdes pour eux. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est le résumé du tome 1. Ici, nous allons être donc dans le tome 9. La menace du tome 1 c'est terminé. On est sur une autre menace du tome 1, du cycle 1, pardon. On est sur une autre menace dont je ne peux pas vous parler. Nous allons suivre le personnage de Triton, qui est le frère de Tsunami. Pour ceux qui ont lu le premier cycle, Tsunami est un des personnages du premier cycle, de la protagoniste du tome 2. Triton, c'est un dragon qui a vécu quelques traumatismes familiaux, on va dire, et qui du coup a beaucoup de mal à avoir confiance en lui. Il a toujours voulu être un héros, il a toujours écrit des histoires héroïques jusqu'à un tragique événement qui lui a fait renoncer à tout ça, où il s'est toujours dit qu'en fait c'était juste un loser et qu'il ne ferait jamais rien de bien dans sa vie. Et on est sur un personnage qui est très anxieux. Autant on en parlait dans le tome précédent avec un personnage qui est dans l'overthink et ce ressassement perpétuel de pensée. Autant Triton, c'est exactement la même chose. Il va déblatérer 1 heure avant de prendre une décision. Des fois même une décision très simple en fait, qui pourrait être prise en quelques secondes. Lui, il lui faut quelques minutes. Et en fait, dès le début, cette peur, c'est clairement de la peur, cette peur d'être au centre de l'action et de l'attention, va lui faire quelque chose qui est très intelligent et qui va lui permettre de devenir un petit peu le personnage espion. Je vous en avais parlé dans le post Instagram, on est beaucoup sur un livre qui est dans l'observation et dans le retrait de l'action. Dans ce tome-là, clairement, on n'est pas avec Péril qui va vouloir tuer tout le monde et brûler tous ceux qui s'attaquent à Argyle. Ici, on est vraiment avec un Triton qui devient l'espion de la petite bande qui s'est créée à l'école de Jade, enfin à la montagne de Jade, pardon. Et en fait ça va lui permettre de déjouer pas mal de complots, de déjouer pas mal de trucs un petit peu louches. Il va être aidé de Qibli qui sera le personnage du tome 10, d'ailleurs j'ai trop hâte d'aller l'acheter demain très probablement, bref. Du coup voilà,
sans le vouloir, il joue un rôle clé au final parce qu'il est l'espion. Il est le seul qui est invisible en fait, grâce à... Je ne vous en dis pas plus, mais il a réussi à se rendre invisible, tout simplement. Il a vraiment le rôle clé sans le vouloir, et du coup ça nous amène vraiment à ce personnage qui déblatère tout le temps, qui remet tout en question, etc. C'est super intéressant, moi je trouve, dans les livres jeunesse, de mettre en avant des personnages qui manquent de confiance en eux, qui ont l'impression qu'ils ont tout raté, à cause d'un événement où ils se sentent coupables. En fait, il a une culpabilité immense à cause de ce drame familial parce qu'il pense que c'est de sa faute en fait, clairement. Et c'est super intéressant dans des livres jeunesse parce que ça permet de montrer aux enfants que si toi tu es comme ça, et ben c'est pas grave, et ça se calme d'ailleurs à la fin du tome. Et c'est exactement ce que je vous disais pour Péril, qui est pareil, dans une angoisse perpétuelle parce qu'on lui a répété toute sa vie qu'il n'y avait que la reine pour l'aimer. Là, c'est un petit peu pareil. Il y a cette espèce de culpabilité qui l'habite sans cesse et qui l'anime et qui guide ses actions. Et je trouve ça trop bien de l'illustrer dans un roman jeunesse parce que déjà, ça permet de se reconnaître et ça permet surtout de comprendre qu'on n'est pas quelqu'un de bizarre et que c'est normal d'avoir ce genre de réaction s'il nous arrivait des choses similaires. Et que penser tout le temps, c'est pas un défaut, et que regardez Triton, qui pourtant se présente comme un loser, un personnage qui a tout raté, au final arrive à être sur le devant de la scène et arrive à être au front, j'ai envie de vous dire, sans même le vouloir, et qui arrive à faire de grandes choses, qui se sacrifie pour ses amis et qui permet d'arranger un petit peu la situation. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. En termes d'intrigue, du coup, vous vous en doutez, on est sur quelque chose de beaucoup plus périphérique, étant donné que, comme je vous l'ai dit, Triton est un personnage beaucoup plus espion, mais malgré tout, en fait, on se retrouve quand même au centre de l'action parce que du coup, sa mission d'espion, je dis beaucoup de fois du coup, sa mission d'espion, en fait, nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir si Triton était resté visible, en fait, parce qu'il va... Je suis désolée, je touche mon micro depuis tout à l'heure, je fais pas exprès. Parce que, en fait, du coup, il va s'infiltrer dans des conversations qui auraient dû rester secrètes pour le lecteur et pour les autres dragons impliqués dans cette intrigue. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ça n'en fait pas un livre barbant comme ça pourrait être le cas. Ça peut devenir très vite chiant, en fait, d'être en périphérie totale de l'intrigue. Ça n'en devient pas barbant parce que du coup, on a l'impression au début que ça va rester comme ça parce que Triton, il est un peu... il a peur, hein, je vous l'ai dit, il a peur d'être au centre de l'action et de faire des choses qui ne vont pas aider les autres. Et puis au final, il va petit à petit, poussé par Qibli en très grande partie, il va petit à petit s'infiltrer et découvrir des choses, et c'est grâce à ça en fait que ça va permettre de faire avancer l'intrigue, parce que lui apprend des choses, ça va lui permettre de défendre ses amis, de se défendre à lui, et ça va être super intéressant de voir ça au final. On n'est pas dans l'intrigue, on n'est pas pleinement dans l'intrigue, mais le fait d'être en périphérie, c'est encore mieux parce que du coup, on apprend plein de choses. Et je trouve qu'en ça, ce livre est super bien écrit parce que l'intrigue avance et malgré tout, on n'est jamais au centre même de l'action, on est toujours autour et c'est super intéressant pour ça. On apprend beaucoup de choses, hein. On y apprend peut-être plus de choses que dans les tomes précédents, je vous en parle à chaque fois que je vous parle d'un tome des Royaumes de Feu. C'est hyper intéressant parce que les révélations pleuvent et à chaque tome, on est là en mode mais quoi? Mais pardon, mais jamais de la vie j'aurais pensé. Et là, c'est encore pire parce que du coup, étant donné que Triton est à des endroits où il devrait pas être, du coup, c'est encore mieux. Parce que comme ça, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on nous cache encore et qu'on ne demande qu'à découvrir. Parce que du coup, les 3/4 du temps, les révélations qu'on a, c'est pas des conversations prises sur le fait. C'est des révélations forcées parce que le personnage est acculé, ou alors parce qu'il veut faire du mal en disant « Ah, t'as vu, en fait, je l'ai tué ». C'est ce genre de choses. Là, c'est censé être des informations cachées, et pour le lecteur, et pour les autres, et pour Triton, entre autres. Donc c'est vraiment super intéressant d'un point de vue de l'intrigue et de l'avancement de cette intrigue, parce que, je le rappelle, on suit à peu près la même intrigue depuis le tome 1. Elle s'est un peu renouvelée au 2e cycle, mais il y a quand même toujours ces fils conducteurs, notamment dans le tome 8, où on a vu un personnage du tome 1 revenir et nous expliquer tout ce qui s'est passé dans le tome 1 réellement. Enfin bref, la fin, comme d'habitude, est beaucoup trop abrupte à mon goût. Dès que j'achète le tome 10, je le lis d'office. J'ai failli l'acheter samedi, mais il n'y était pas en fait à la librairie où j'étais. Je vais aller l'acheter, je vais foncer l'acheter, parce que vraiment, la fin, c'était juste pas possible. J'ai essayé de raccourcir un petit peu, parce que en même temps, je peux pas trop vous en parler, c'est un tome 9, donc c'est assez compliqué de vous faire un résumé. Je préfère vous faire l'avis qui est plus complet que le résumé, c'est un peu plus logique. Ensuite, nous allons passer au tome 1 des Hathaways, de Lisa Keplas chez J'ai lu. Alors c'est un double tome, hein, vous le voyez ici. Le tome 1 d'ailleurs s'appelle Les ailes de la nuit. Voilà, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer le résumé. Nous sommes dans une fratrie de 5. Ouais, une fratrie de 5, donc la fratrie Hathaway. Nous sommes en 1848 et là nous allons suivre Amelia, la sœur aînée,
qui, depuis la mort de leurs parents, en fait, se voient... Enfin, c'est la sœur aînée, mais elle a un frère plus grand. C'est 4 sœurs et un frère, mais le frère est plus âgé. Et en fait, Amelia se voit dans l'obligation de reprendre la famille en main parce que son frère a décidé de partir dans une vie de débauche entre alcool, drogue et prostituée. Elle en peut plus. Et il y a une de sa cadette, on va dire, est très malade et ses 2 jeunes sœurs ne sont pas encore entrées dans la société alors qu'elles auraient dû le faire depuis très longtemps. Son grand frère se voit hérité d'un titre de lord. Alors ce titre est un petit peu maudit parce que eh bien, chaque personne qui a hérité de ce titre, en fait, est mort assez prématurément. Et sachant que, en plus de ça, Léo tient pas beaucoup à la vie et au final se complaît dans une vie de débauche, eh ben, Amelia, elle est un petit peu terrifiée à cette idée-là. Du coup, avec ce titre de lord, s'en vient avec des terres et une maison. Alors, une maison en ruine, mais je vous explique même pas, dans le Hampshire, pardon. Mais avant ça, il faut aller récupérer Léo, qui a décidé d'aller se perdre dans les rues de débauche de Londres. Amelia va être avec Mary Penn. Mary Penn, c'est un rhum que ses parents ont recueilli alors qu'il se noyait sur la propriété de ses parents. Et depuis, il se sent redevable à la famille et eh bien, il est devenu leur serviteur, leur domestique. Mais pour la famille Hathaway, c'est vraiment plus comme quelqu'un de la famille à part entière, même si pour lui, il est toujours un domestique. Bref. Donc, il se lance avec Mary Penn à la recherche de Léo jusqu'à ce qu'il tombe sur Cam Rohan. Cam Rohan est lui aussi un rhum. Sauf que lui, déjà, il a été chassé de son camp quand il devait, de sa famille, même en général, quand il était jeune. En plus de ça, il est à moitié irlandais. Sa mère a épousé un Irlandais qui ne l'a jamais reconnu au final. Et il est directeur d'un cercle de jeu. Et en plus de ça, vraiment, il tombe sur le charme d'Amelia. Amelia qui a décidé de ne plus jamais se marier parce qu'elle s'est fait briser le cœur par un petit con. Et Amelia aussi, elle est très troublée par sa rencontre, mais elle reste très grande dame, etc. Et ils sont, en fait, une fois qu'ils quittent le cercle de jeu après avoir récupéré Léo, on pourrait croire qu'ils soient amenés à ne plus jamais se revoir. Et quelle ne fut pas sa surprise quand Cam Rohan est en fait un invité de marque du lord qui habite juste à côté de chez eux et avec qui ils vont sympathiser parce que il faut sympathiser entre nobles. En plus, ce mec est vraiment, c'est un couple que j'ai beaucoup aimé. Le couple qui vit à côté de chez eux est super adorable et vraiment c'était très bon personnage. Mais voilà, quelle ne fut pas sa surprise quand elle voit débarquer Cam Rohan à un dîner un peu non officiel pour rencontrer les voisins. Et en plus de ça, avec cette maison et avec les membres de la famille, il va leur arriver des galères monumentales et à chaque fois Cam est là pour les aider. Même si Amelia le repousse de toutes ses forces parce que elle ne veut pas l'épouser, parce que elle ne veut plus en fait avoir affaire à l'amour et elle a l'impression que c'est priver Cam de sa liberté parce que on nous explique tout au long du roman qu'un Rome ne peut pas vivre avec un toit sur la tête, qu'un Rome c'est nomade et que être sédentaire c'est un peu le priver de liberté. Donc Amelia elle est pas du tout d'accord avec ça, elle veut absolument qu'il la laisse tranquille en fait et qu'il prenne sa liberté. Donc on va être sur ça pendant tout le roman. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, ça a été une lecture super légère malgré les sujets qui sont abordés à l'intérieur dont je vous reparlerai très très vite. Il y a des sujets très lourds dont je vais vous reparler très très vite, mais ça reste quand même une lecture très légère et qui se lit vraiment avec une addictivité monstre. Je l'avais commencé alors que j'avais amené ma soeur à un rendez-vous, donc je l'attendais et je l'ai lu 50 pages à peu près. Et après, donc j'ai pas pu le continuer et je l'ai repris en me posant un après-midi à la piscine avec mes parents. Et je l'ai fini d'une traite, vraiment il est super addictif, ça se lit super vite, j'adore la plume de l'autrice et la traduction qui est passée derrière, du coup j'aime beaucoup. D'ailleurs la traduction c'est de Edwige Hennebel, voilà. Bon du coup je reprends parce que en fait le son a littéralement coupé, donc j'ai quasiment la plus grande partie du point lecture, mais bon bref. Du coup je vous disais que l'intrigue, en fait il y a énormément de coïncidences, mais que c'est pas non plus mal fait. Je vous dis très souvent que quand il y a des facilités scénaristiques, moi ça me gonfle, clairement ça m'énerve. Mais là, en fait, c'est limite tourné à l'autodérision, c'est-à-dire que l'autrice nous dit clairement « Ouais, j'ai eu des facilités scénaristiques, mais c'est rigolo. » Parce que même les personnages, en fait, disent « Oh là là, la coïncidence est quand même bizarre, tu vois. » Donc même les personnages sont là en mode « Bah dis donc, c'est quoi cette coïncidence ?» Donc le fait que ce soit tourné à l'autodérision, c'est vraiment super agréable et du coup t'as pas l'impression qu'on se fout de ta gueule, t'as l'impression plutôt que c'est plutôt drôle et que c'est fait exprès et que c'est écrit un peu comme, je sais pas, Amour, gloire et beauté, les Harlequins, enfin voilà. Je trouve que c'est assez rigolo le fait qu'on le fasse remarquer et du coup ça ne dérange en rien la lecture parce que c'est dans l'autodérision et ça crée une espèce de petit univers un peu marrant.
Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Et en plus de ça, dans l'intrigue de ce tome 1, on y entremêle l'intrigue qui sera dans le tome 2. C'est-à-dire que, vous vous en doutez, la série est sur tous les frères et sœurs. Le tome 2 sera donc sur Winfried. Winfried qui est donc la jeune sœur malade de Amelia. Et on commence déjà à entrevoir quelques débuts de sa romance en fait, qui semblent durer depuis très longtemps, mais les deux personnages concernés n'osent pas se l'avouer. Et puis il y a une espèce de tabou parce qu'ils sont censés se considérer comme un frère et une sœur. Ça vous spoil un petit peu, mais en même temps je vous en reparlerai très vite je pense, parce que du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2. Donc voilà, il y a une espèce de petit tabou autour de cette relation naissante, et du coup ils sont un peu en mode « Ah, on sait pas trop comment faire », donc c'était quand même vachement sympa. Bref, en termes de personnage, le personnage de Amelia m'a littéralement... Oula, il y a le marque-page. M'a littéralement cassé les pieds. En fait, elle est dans cette optique qu'elle ne se mariera absolument jamais parce qu'elle ne veut plus avoir de l'amour, elle veut être indépendante, elle veut pas dépendre d'un homme. Sauf que cet aspect-là de son indépendance envers les hommes, envers un mari, etc. se transforme très vite en fait en entêtement à refuser aide de toute personne et à être persuadée d'en être capable. Elle a des milliards et des milliards d'emmerdes avec sa maison, cette nouvelle maison du Hampshire, qui clairement part en ruine et part même en fumée, j'ai envie de vous dire. Le fameux Lord avec qui Cam Rowan est amie lui propose son aide 15 fois, Cam Rowan lui propose son aide 15 fois, et à chaque fois elle dit que elle peut tout gérer toute seule. Cette espèce d'obstinence très mal placée qui en fait la fout dans une situation pire que mieux, ça m'a gonflé. Parce qu'en fait elle accepte l'aide de personne et elle va même jusqu'à repousser Cam des pages et des pages, parce qu'elle ne veut pas perdre sa liberté, qu'elle a l'impression qu'il veut la contrôler, alors que ce qu'il essaie de faire, c'est juste de la forcer à l'aider. C'est la forcer à accepter de l'aide des autres, parce qu'en fait, il se rend bien compte qu'elle ne peut pas tout gérer toute seule et qu'elle porte une pression monstre sur ses épaules, et qu'au bout d'un moment, ça va plus être possible. C'est en ça que j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux, c'est que en fait, Amelia avait besoin d'un personnage comme Cam, avait besoin d'un futur mari comme Cam, qui en fait lui dise « Oh, maintenant tu me laisses gérer parce que toi tu es perdu, tu sais pas où tu vas et ça se voit et en fait tu vas faire pire que mieux et au final tu vas te retrouver dans le caca. » Donc ça c'était vraiment un aspect super intéressant que moi j'ai adoré concrètement. Et malgré cet entêtement qui la rend... Des fois elle en devient bête en fait, clairement. À vouloir tout le temps dire qu'elle est capable de tout faire toute seule, elle en devient des fois un peu stupide et bon... Ça a rajouté des intrigues, mais c'est un petit peu chiant, bref. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est clairement dévouée à sa famille. C'est un personnage qui a le cœur sur la main, qui est prêt à aider la veuve et l'orphelin dès qu'elle le peut, avant de s'aider soi-même au final. Donc voilà, elle a tendance à s'oublier au profit des autres, et du coup, Cam est là pour dire « Hey, pense à toi un peu maintenant, et après on verra ». Et en termes d'autres personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages de la famille autour. Chacun a sa propre personnalité, et c'est vraiment super intéressant, on a hâte de les découvrir en fait, surtout qu'en plus on découvre un petit peu de Winfried et son futur mari, donc c'est vraiment super intéressant. Et on va reparler de ce que je vous parlais tout à l'heure, les fameux sujets un petit peu durs qui enlèvent un petit peu de la légèreté, mais sans non plus l'entacher complètement. On parle énormément de deuil en fait, que ce soit le deuil de leurs parents qui sont morts, en fait leur père est mort d'une maladie je crois, et leur mère est morte de chagrin quelques mois plus tard. Ou encore la fiancée de Léo qui est morte d'une épidémie, c'est la fameuse épidémie qui a affaibli la santé de Winfried en fait. Et c'est aussi pour ça que Léo se complaît dans sa vie de débauché, clairement. Donc on aborde aussi l'idée du deuil, on aborde aussi également... et cette idée du deuil en fait va devenir quelque chose de très fantastique, qui je pense s'inspire clairement de la littérature gothique en Angleterre au 19e siècle. J'ai trouvé ça super intéressant d'y intégrer cette espèce de côté fantastique, gothique même, hein, je pourrais dire, parce que ça nous met un petit peu dans une époque, en fait ça nous remet dans l'époque d'intégrer des codes de la littérature de l'époque. Alors je crois qu'au moment où elle écrit, elle le situe en 1848, je suis pas sûre que le gothique existe à proprement parler. En tout cas c'est vraiment super intéressant. En plus de ça on y ajoute la culture rome et tout ce qu'elle comporte de magie. Et en fait vous avez le gothique anglais et la culture magique etc. rome qui se mélangent pour créer un truc absolument génial qui moi m'a beaucoup plu personnellement. Au-delà de la culture magique rome, vous avez toute la culture rome en général et surtout la place des roms dans la société anglaise et en Angleterre. Et c'est super intéressant et je pense qu'on va le retrouver dans le tome 2. Parce que le deuxième personnage du tome 2 est un Rom également. En fait, il y a vraiment cette opposition entre ce personnage et Cam qui est hyper intéressante et qui m'a donné aussi envie d'en apprendre plus sur les Roms à Londres
tout simplement. Donc voilà, c'était une lecture légère, une lecture vraiment sympa et qui aborde à la fois des sujets super intéressants et qui nous crée une ambiance vraiment géniale, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et bien écoutez, j'espère que ce point lecture vous aura plu, j'ai essayé d'être légèrement plus claire et d'aller droit au but en fait, tout simplement, parce que j'en ai marre des points lecture qui durent 6 heures, en plus là j'ai dû retourner une petite partie, donc c'est vraiment chiant. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, passez de bonnes vacances, bonne inscription à la fac, je suis en plein dedans, c'est super chiant, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous, ciao!